L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins, du lundi au vendredi, sur Sabari FM 97.3, dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. Lundi 25 juin 2018, merci de nous retrouver ce matin au compte de cette édition Comprendre l'actualité. Pour le numéro de ce matin, nous allons nous intéresser à cette actualité marquée surtout par ce rétropédalage des autorités du département de la sécurité et de la protection civile dans le cadre de l'interdiction de la circulation des motos-taxis au cœur de la presqu'île de Kaloum. Ce département dirigé par Alpha Ibrahima Kara a décidé finalement de revenir sur cette décision qui interdisait la circulation de ces engins roulants au cœur de Kaloum. Pour donner une chance aux examinateurs de terminer ces examens, comme pour dire que cette décision n'avait pas été réfléchie. Dit-on, la fin de la récréation qui avait été sonnée par ce ministre est dorénavant permis. En tout cas, nous allons revenir sur cette décision avec les explications du directeur national de la sécurité routière, Hamidou Boubacar Sarr, qui s'était exprimé au micro de Sabari FM en prélude, à l'exécution de cette décision qui, en principe, devait rentrer en vigueur pour ce 25 juin 2018. Et puis, nous allons recevoir en deuxième partie comme invité parcours de cette émission le ministre Siaka Bagui, ancien chef du département des sports, de la culture et du patrimoine historique, aujourd'hui président du mouvement Génération Debout. Depuis l'homme a quitté le gouvernement, beaucoup plus d'actualités autour de lui. Quelles sont les réelles vocations de son mouvement, sa vision par rapport à la gestion actuelle de notre pays. Nous en parlerons ce matin dans cette édition, en deuxième partie de cette émission Comprendre l'actualité. Et puis d'autres sujets. Membre le roi également le numéro de cette édition Comprendre l'actualité de ce lundi. La belle reprise. Merci encore une fois de nous retrouver. Vous êtes des millions de Guinéens à nous écouter dans 15 préfectures de Guinée, mais aussi à l'étranger, sur le www.sabariafm.com, mais aussi à nous retrouver sur YouTube. Bonjour à tous et bienvenue. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Vous avez dit Sabari FM, dites aussi les experts de la maison. Allez, merci de nous retrouver au compte de ce numéro de Comprendre l'actualité, lundi 25 juin 2018. Abouakar Kondé, bonjour. Bonjour Koloba, bonjour à tous. Allez, François, merci de nous retrouver ce matin au compte de cette édition. On va s'intéresser à ces sujets d'actualité. Le premier, c'est bien ce rétropédalage fait par ces autorités du département de la sécurité et de la protection civile dans le cadre de l'interdiction de la circulation des mototaxis. En tout cas, un communiqué a été publié faisant état, surtout informant les conducteurs de mototaxis que la mise en œuvre de l'interdiction de leurs activités dans la commune de Kaloum a compté du 25 juin 2018, conformément aux dispositions pertinentes de l'arrêté numéro 4064 MT SGG CAB 2016 du 29 août 2016 du ministère des Transports est reporté à la date du 1er août 2018, date d'entrée en vigueur. Ce report est lié exceptionnellement au début des examens nationaux à l'intention des élèves et étudiants du système éducatif guinéen, dont la réussite est la plus importante pour les parents d'élèves, étudiants et pour le gouvernement qui arrive. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile profite de cette suspension pour inviter les conducteurs de mototaxi à se mettre en règle auprès des autorités. Le CADAC, en application de l'arrêté numéro 4064 MT SGG CAB 2016 portant autorisation et réglementation des mototaxis en République de Guinée. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile sait compter sur la bonne compréhension de tous les intervenants du secteur des mototaxis pour une meilleure sécurité et fluidité routière. Conakry, le 23 juin 2018, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Monsieur Alpha Ibrahima Kara. Est-ce qu'il avait besoin de revenir sur cette décision, d'autant plus que les examens avaient déjà débuté avant que cette décision ne soit prise? Écoutez, c'est triste, c'est dommageable, c'est malheureux de savoir que nos autorités, parfois, n'ont pas une hauteur d'esprit, n'ont pas cette possibilité d'étudier tous les paramètres avant de prendre une décision. La décision n'a pas pris la mesure
si vous voulez. La portée, surtout l'enjeu de l'interdiction. La mesure conjoncturelle. Parce que quand vous prenez une mesure, vous étudiez les paramètres. Il y a des paramètres sociaux, il y a des paramètres économiques, il y a des paramètres politiques, il y a des paramètres philosophiques même. Quand vous prenez une décision comme ça, vous savez que pertinemment, vous vivez en Guinée. Le ministre vit en Guinée, il est membre du gouvernement. La décision qui a fixé le début des examens a été décidée en conseil interministériel et validée par le conseil des ministres. Donc il est censé connaître tout l'arsenal, il est censé connaître le programme, le déroulé de ces examens nationaux. Donc quand il prend une décision, connaissant toutes ces situations-là, et après, sous la pression, moi je dis c'est sous la pression, qu'il revienne sur cette décision. C'est triste pour notre gouvernement, c'est triste pour notre pays. Et d'ailleurs, il est interdit carrément de passer à côté. C'est comme si il s'adressait aux Guinéens qui ne regardaient, qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et pourtant, ce sont des Guinéens qui sont vraiment réfléchis. Les examens dont tu parles, les examens nationaux ont commencé cette année par l'entrée cette année, le 20 juin 2018, le 20 au 22. L'examen d'entrée en 7e année a été bouclé. Et cette décision a été prise pendant que les enfants étaient déjà en cours. Allez. Donc c'est triste, c'est un rétro-pédalage vraiment qui nécessite de meilleure réflexion au niveau du pouvoir en place, c'est-à-dire qu'au niveau du Premier ministre, pour savoir qu'il a affaire avec des ministres qui sont incompétents. Il a affaire avec des ministres qui ne sont pas beaucoup plus proches de la population. Parce que je me suis dit, s'il était proche de la population, s'il avait un neveu, s'il avait une nièce, s'il avait un frère, au moins des parents proches qui étaient affrontés à ces examens-là, et s'il savait, s'il vivait en Guinée, parce que j'ai comme l'impression qu'il vit sur la planète Mars, mais s'il vit en Guinée, pendant la période d'examen, vous décidez de prendre en place une décision aussi importante, aussi préjudiciable aux candidats, c'est que c'est une personne qui prend une décision irréfléchie. Est-ce que cet angle choisi se justifie réellement? C'est comme si ce sont les élèves, les candidats qui empruntent des mototaxis. Or, ce n'est pas que des candidats qui empruntent des mototaxis, surtout quand on parle de Kaloum. Le justif qui est montré est faible. L'alibi qui est montré, c'est un alibi très faible. Je pense que le ministre, puisqu'il a vu, malheureusement c'est lui qui a dit que la récréation était terminée, mais malheureusement, la première décision qu'il a prise, c'est une décision vraiment inopportune. C'est une décision inappropriée. J'ai comme l'impression comme on dit souvent, le ridicule ne tue pas, mais ça, il s'est ridiculisé aux yeux de l'opinion, mais également aux yeux de toute la population guinéenne, mais également la communauté internationale. Parce qu'un ministre de la République, avant de prendre une décision, vous prenez le temps de mesurer la portée symbolique de cette décision. Étudier tous les paramètres. Mais tu prends une décision dans l'entre-examen, alors qu'on vient de lancer la période des examens nationaux, tu prends une décision au deuxième jour de cette évaluation nationale. Après, tu te rappelles que, attention, je ne savais même pas qu'il y avait des examens qui se déroulaient. Alors, je reprends encore cette décision, je la retire encore sur la place publique, je la garde en attendant que je puisse non seulement permettre aux candidats d'affronter ces examens, mais également échanger avec les partenaires, c'est-à-dire que les conducteurs de mototaxis, les syndicats. Alors que quand la décision avait été annoncée, parce que c'est une décision ancienne, quand elle a été retirée des tiroirs, le ministre et ses compagnons, ses proches, ont dit que c'est une décision concertée. C'est-à-dire qu'ils ont pris langue ils ont eu d'abord une réunion préparatoire avec tous les syndicats, avec tous les conducteurs, avec tous les usagers, avec tous les syndicats des transports. Donc c'est pourquoi la décision a été, et tout le monde a accepté. Mais bizarrement, on a vu après la réaction de ces concernés qui ont dit attention, c'est une décision unilatérale, c'est une décision, on n'a pas été concerté, donc c'est un abus de pouvoir. Et malheureusement, cet abus de pouvoir a rappelé le ministre parce qu'il a pris une décision qui porte préjudice aux enfants de la République, qui porte préjudice aux Guinéens. Parce que quand vous interdisez, même si ce n'est pas à cause de ces candidats, imaginons qu'on reprenne cette décision à partir du 1er août. Alors que pendant cette période-là, il y a une forte pluie sur Conakry. Et que vous demandez aux travailleurs, certainement, d'aller pour être au service à 8h ou à 7h30, alors qu'ils n'ont pas les moyens. Envoyer avec tous les bouchons qu'on connaît à Conakry, qu'un secrétaire ou une secrétaire est coincé, si vous voulez, à Dixir, il veut gagner Kaloum, vous l'interdisez d'emprunter une moto. Il va aller à pied. Qu'est-ce qu'il va faire? On n'a pas un moyen de transport en commun. La circulation n'est pas fluide. On voit qu'on n'a pas assez de routes d'accès. On n'a pas de routes secondaires. Donc comment voulez-vous que les gens arrivent à temps au service? Donc c'est ridicule. Alors que dit, lui-même il reconnaît. Mais les autorités, de par cette décision, les autorités ont voulu faire preuve d'une certaine responsabilité dans la protection des passagers, mais surtout du trafic routier. Il n'y a aucune en termes d'accidents, il n'y a aucune responsabilité dans cela. C'est-à-dire quand vous prenez une mesure, il faut voir le côté dommageable. Si le côté dommageable prime sur le positif,
vous ne devez pas prendre cette décision. Allez, parce qu'en prenant cette décision, vous risquez non seulement d'affecter le fonctionnement normal de l'administration publique, mais également, il y a le secteur privé aussi qui est là aussi. Alors, et tout le monde n'a pas les moyens d'emprunter les véhicules. D'ailleurs, à un moment donné, vous verrez les véhicules qui refusent dans la ville parce que tout simplement il y a de l'embouteillage. Ils disent non, on se limite à Dixine. Donc imaginez que tous les véhicules maintenant qui quittent vers la haute banlieue se limitent à Dixine. Comment ceux qui doivent aller travailler en ville vont faire? Alors qu'il n'y a pas un transport en commun, il n'y a pas une route d'accès, il n'y a rien. Donc je pense que c'est une décision. Le ministre a voulu faire seulement du buzz et heureusement il a réussi. Mais c'est négatif. En tout cas, parce que cette décision qui autorise la pratique de mototaxi, en tout cas davantage à Kaloum, date du 23 juin 2018, le dernier communiqué du ministère de la Sécurité, alors que l'examen dont on parle, pour lequel on estime que l'on a décidé de revenir sur l'interdiction des mototaxis, les examens, je le disais déjà, avaient commencé le 20 juin, l'entrée en 7e année pour être bouclé le 22, alors que la dernière décision a été prise le 23. Donc carrément, le ministre Alpha Ibrahima Keïta passe à côté. Alors, par rapport à la justification de cette décision, même si les autorités sont revenues dessus, le directeur national de la sécurité routière, Hamidou Boubacar Sarr, avait accordé un entretien à Sabari FM le vendredi 22 juin 2018, le dernier jour d'ailleurs de l'examen d'entrée en 7e année, pour justifier en réalité les raisons pour lesquelles le département décide d'appliquer cet arrêté du département des transports. Vous l'écoutez, Hamidou Boubacar Sarr, on revient pour la suite de cette émission. En tout cas, il s'appuie sur l'intérêt de préserver la fluidité de la circulation, mais aussi l'enjeu de cette même circulation au corps de Kaloum. Tout le monde est impliqué. La Fédération syndicale et mécanique régionale est impliquée. Les syndicats de mototaxi impliqués. On a fait la campagne ensemble. Ils sont tous d'accord pour le respect de cette réglementation. La réglementation et non l'interdiction à Kaloum. Écoutez, la réglementation est mise suite à un arrêté. Le contrôle de cette réglementation-là, c'est appliqué par la police. Nous parlons de ça. Et que ces partenaires de terrain sont tous informés. Ils ont partagé le contenu. Et ça a été même fait avec eux, ministère des Transports. C'était là présent. Une réunion a été conviée même à cause regroupant tous les mototaximètres, diffusion leur a été faite. Donc il faudrait que les gens se retiennent et qu'on respecte vraiment le contenu des différents arrêtés pris par le gouvernement. Cet arrêté dit le transport par mototaxi est autorisé sur toute l'étendue du territoire de la République. Ça c'est dans son article 2. Dans son article 3, le transport par mototaxi ne peut se faire que dans la ville de Conakry, que dans les communes de Dixine, de Matam, de Matoto et de Ratoma. Article 4, le transport par mototaxi est formellement interdit dans la commune urbaine de Kaloum. Allez, le directeur national de la sécurité routière, Hamidou Boubacar Sarr. Alors, quand le deuxième communiqué publié le 23 juin 2018 par le département de la sécurité parle également ou invite les conducteurs de moto-taxi à se mettre en règle auprès des autorités du CADAC en application de l'arrêté 4064. Déjà, le directeur national Hamidou Boubacar Sarr, que vous l'avez écouté, estime également qu'il y avait eu plusieurs rencontres de sensibilisation des conducteurs autour de respect des principes de l'arrêté du ministère du Transport. C'est ridicule, je parle. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est une action réfléchie, c'est une décision réfléchie, concertée, qu'on a pris la mesure d'informer tout le monde et que tout le monde était sensibilisé. Mais après, on revient, et puis dans le même communiqué, on dit encore davantage, parce que le ministre, moi j'ai écouté la réaction du ministre qui a dit que ça va leur permettre non seulement de continuer la sensibilisation, la concertation avec les acteurs concernés, et le temps pour ceci aussi de se mettre en règle. Une décision qui avait été prise depuis, parce que je me rappelle, c'est quand il y a eu ces tristes accidents à Dabondi, mais également à Anta. Il y a eu plusieurs accidents. Il y a eu plusieurs accidents, donc les mesures, avec les conducteurs de moto. Les mesures tombaient, les décisions venaient, mais les décisions n'étaient jamais appliquées. On demandait qu'ils se mettent en règle, qu'ils essaient de s'uniformer, prendre au moins une uniforme, prendre des gilets, prendre des immatriculations, prendre des assurances, mais il faut pas. L'administration est une continuité. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, il est vrai qu'il faut réglementer le secteur. Il est vrai qu'il faut moraliser le secteur. Mais il faut, en l'interdisant, c'est de porter préjudice à beaucoup de secteurs. Il y a aujourd'hui des secteurs en Guinée qui n'ont pas les moyens. Quand moi j'ai eu le temps, j'ai pris la peine d'aller en ville un moment, ceux qui sont au port de Conakry, le port conteneur. Il y en a parfois qui ont besoin de régler certaines situations. Il y a des dossiers à retirer au niveau de la direction nationale des douanes. Ces gens, parfois, prennent ces motos-là pour être rapides, pour aller à la douane, prendre le document et se retourner. Maintenant, vous les interdisez, ça va affecter la sérénité dans le travail, ça va affecter la sérénité dans le travail et le rendement. Peut-être la rapidité. Le rendement ne sera pas le même. Ce que tu peux faire
en 5 minutes, parce que quand tu es au port conteneur, par exemple, en face du ministre de la direction nationale du département de bâti, vous voulez directement à la douane, sur moto, ça vous prend au moins 5 minutes. Mais si vous prenez le taxi, parce qu'il y a des taxis aussi qui circulent en ville, c'est 7 000 francs, je crois, le tronçon. Maintenant, avec, on sait que c'est compliqué de circuler en ville. Donc même si vous prenez un taxi, c'est très impossible que vous puissiez arriver à temps et que vous puissiez faire votre travail. Donc je pense qu'il est mieux... Non, pour vous, la meilleure des décisions que les sociétés devaient prendre, c'était plutôt de s'orienter vers une certaine réglementation. Réglementation de la pratique, mais l'interdiction, ça va porter, parce qu'il n'est pas encore mesuré. Il faut quand même reconnaître, que dans ce secteur de mototaxi, il y a de véritables pagailles. Non mais on reconnaît. Les gens ne conduisent pas bien. On reconnaît qu'il y a des problèmes. Par exemple, ici, et même les frais de transport ne sont pas réglementés. Ici, malheureusement, à Kinia, par exemple, où j'ai effectué un déplacement, j'ai fait une petite enquête. Là-bas, le maire, le président de la délégation spéciale, l'ancien avait pris la mesure de réglementer ce secteur. À Kinia, mais ce toy-boy qui était là, dans ce secteur-là, et c'est fini. Les gens sont par ligne, ils sont immatriculés, ils sont identifiés, on sait tout d'eux. Quand on parle à la mairie, on dit tellement, on recherche ce pilote de moto de la numéro temps, il est fiché là-bas automatiquement. Oui. Et ça c'est de la responsabilité des maires. Oui, mais vous n'avez pas de maire, hein? Donc, c'est la responsabilité des maires. C'est au maire, la loi de la collectivité donne ce privilège, cette autorisation au maire de réglementer, de pouvoir au moins avoir un regard objectif sur le fonctionnement de leur commune. Mais malheureusement, nous avons des maires téléguidés, donc qui ne savent que faire, qui ne savent rien faire si ce n'est que la décision ne vient pas d'en haut. Donc, malheureusement, cette décision, encore une fois, je pense qu'au lieu de l'interdire, il faut penser à réglementer ce secteur, à moraliser les conducteurs, à faire en sorte qu'on puisse, parce que ce n'est pas le fait de retirer les motos dans Kaloum qu'on va avoir la fluidité. C'est faux. Les mototaxis n'empêchent pas qu'il y ait la fluidité. Les mototaxis, quand vous avez en circulation, il y a le petit chemin qui les reste là, c'est ce qu'ils empruntent. Mais ils n'empêchent pas. Ben, quand un camion qui tombe en panne sur la circulation, c'est facile de les déplacer. Mais quand c'est des gros porteurs qui tombent en panne, plutôt, pendant les heures, par exemple, les grands jours, par exemple les lundis, mardis, mercredi, on devait chercher maintenant à au moins à décaler la circulation de ces engins, de ces gros engins. Qu'on dise par exemple, quand c'est des gros engins, des gros porteurs, à partir de 8h, de 6h jusqu'à 11h, qu'on laisse l'accès aux petites voitures, qu'on laisse l'accès aux travailleurs. Parce que quand c'est des gros engins, si par moment ils tombent en panne, c'est des problèmes. Donc je pense qu'il y a mieux de réglementer le secteur, il y a mieux de moraliser le secteur que d'interdire à un agent de cette circulation routière de ne pas circuler. Parce que quand vous le retirez dans la circulation, quand vous le retirez dans le maillon, ça affecte. Et surtout que le secteur de mototaxi englobe aujourd'hui des milliers, pour ne pas dire des millions de jeunes sortis des universités. Des chemins, parce que moi j'ai vu, vous avez réalisé un micro-trottoir avec ces taxis-motos, on a vu, il y a des diplômés sans emploi, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties des universités, mais qui n'ont pas de travail. Des pères de famille qui parviennent à nous, parce que là-bas, il y a un syndicat, ils sont identifiés, donc ils se connaissent entre eux. Donc au lieu de travailler avec ces délégués-là, moraliser, les amener. Si vous voulez des immatriculations, qui immatriculent leurs motos, si vous voulez qu'ils viennent des gilets, qu'ils trouvent des gilets, si vous voulez qu'ils donnent des assurances, vous faites en sorte qu'ils puissent s'assurer, au moins c'est mieux, mais ne pas les interdire. Il ne faut pas les interdire, ça sera causer du tort. Ça sera, si on peut le dire comme ça sera un abus d'autorité. Parce qu'en le faisant, ils vont l'accepter, hein. Mais ça sera dommageable pour leur famille, dommageable aussi pour des personnes qui avaient tant besoin de ces mototaxis-là pour une circulation fluide en ville. Est-ce qu'en réalité, l'État guinéen peut interdire aujourd'hui la pratique de mototaxis? Parce qu'on sait que ce n'est pas une première. Vous voyez, Guilavogui, alors ministre d'État au transport, et puis Maître Abdul Kabele Kamara également, ministre d'État à la tête de du département de la sécurité de la protection civile, tous deux avaient également changé ou avaient interdit... Tous avaient fait aussi le retour préalable. Oui, avaient interdit la circulation de mototaxis à Kaloum, mais finalement ils étaient obligés de revenir sur pression, parce qu'on a vu les enfants ont investi les rues de Kaloum et finalement le ministre était obligé de revenir sur la décision. Je pense que bon. Est-ce qu'avec cette décision, maître, franchement j'utilise ce mot maître, il n'est pas maître, hein, Alpha Ibrahima Kera n'a pas évité de se faire passer au ridicule avec la mobilisation certainement aujourd'hui de ces conducteurs de mototaxi. Il a donc décidé de revenir dessus en certains alibi, parler des examens alors que cette décision ne se suffit pas. Ce qui reste clair, il a raté son premier coaching, ça c'est un coaching raté et c'est pas bon pour un
entraîneur. C'est pas bon pour un ministre. Donc je pense que la Libye qu'il a avancé, ça ne tient pas. Il savait déjà, c'est comme si il venait d'arriver d'une mission, il ne connaissait pas ce qui se passe en Guinée. Il dit mais attends, pourquoi vous prenez cette décision? On enlève la décision pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dis encore, le mieux c'est de réglementer ce secteur. Ce n'est pas de l'interdire. Parce que il y a cette dimension sociale dans cette décision. Parce que chaque conducteur, moi je connais des gens, j'ai échangé avec des gens, je connais chaque conducteur a au moins deux familles, à 2 ou 3 personnes à nourrir. Donc quand vous l'interdisez de circuler, d'aller chercher le petit pain, qu'est-ce que vous donnez à lui au place? Oui, en retour. Il n'y a pas une mesure compensatoire. Il n'y a rien pour complacer, il n'y a rien pour au moins permettre à ces familles-là de nourrir. Mais l'État doit tout de même de sauvegarder également la vie des autres populations parce que le département de la sécurité estime que ces mototaxis causent beaucoup plus d'accidents. C'est pourquoi. Alors, ce côté d'accident, c'est quand vous prenez les statistiques, le taux d'accident qu'on enregistre en tout cas mortel en ville, c'est 0,01% par rapport aux autres communes. En ville, on voit rarement d'accidents. Oui, mais est-ce que d'ailleurs les statistiques au niveau de la Direction nationale de la sécurité routière ne prouvent pas que ce sont les mototaxis qui enregistrent plus d'accidents que les autres engins, notamment les taxis ordinaires et les gros porteurs également. Donc à ce niveau, il faut mesurer avec les statistiques. Bon, maintenant, pourquoi? Pour dire que c'était une décision de poids de mesure. Parce que moi j'ai comme l'impression qu'à dans la commune de Moto par exemple, il y a plus d'accidents mototaxi qu'à Kaloum. Il y a plus d'accidents mototaxi à Ratoma qu'à Dixine. Pourquoi c'est non seulement en ville qu'on veut interdire? Oui, les raisons étant évoquées, parce qu'ils estiment qu'il y a le port autonome de Conakry qui se trouve en ville. Il y a également le dépôt de carburant qui se trouve en ville. Et c'est le centre administratif. C'est ridicule. L'argument il est léger, M. Koloba. L'argument il est léger. L'argument ne tient pas. Je pense qu'aujourd'hui, qu'au lieu que ce gouvernement essaie de supprimer l'emploi précaire des Guinéens, c'est plutôt de chercher d'en créer. Parce que ça, c'est un emploi précaire, on le sait. Donc, au lieu de sécuriser cet emploi, il faut plutôt sécuriser cet emploi précaire, formaliser cet emploi pour faire en sorte que ça soit bénéfique, non seulement pour les personnes qui pratiquent, mais également pour l'État. Mais si vous supprimez cet emploi-là, c'est que vous avez causé du tort à plusieurs Guinéens. Combien de personnes vivent aujourd'hui sur le dos de ces pilotes? Alors, le dernier pan de ce sujet, le département, ce même département dirigé par Alpha Ibrahima Kera, promet de mettre en vigueur l'application de cette décision le 1er août 2018, c'est-à-dire au terme des examens nationaux, puisque les examens prendront fin le 30 juin. Oui, ça c'est une annonce. C'est une annonce. Espérons que ça puisse être respecté. Mais j'en suis sûr qu'on finira, au lieu de l'interdiction, on finira par réglementer. Parce qu'il a dit, le ministre, dans le courrier, que le temps permettra à ces pilotes-là de se mettre en règle. Se mettre en règle, c'est d'aller prendre des plaques d'immatriculation, je crois qu'avec empreinte de couleur et gilet autres là. Donc quand ceci est fait maintenant, je pense qu'ils seront autorisés maintenant de circuler à Kaloum. Et je le dis encore, l'interdire, c'est un préjudice majeur pour les familles guinéennes. Allez, Abouakar Kondi dans cette émission Comprendre l'actualité. On marque la pause pour le retrouver par la suite. Notre invité parcours de cette émission, le ministre Siaka Barry, actuel patron du mouvement Génération Debout. Allez, on va s'intéresser à l'homme pour nous parler de sa réelle vision, la réelle vocation de sa structure. Beaucoup plus d'actualité autour de l'homme depuis son départ du gouvernement. La pause, on revient pour la suite de cette émission Comprendre l'actualité pour le numéro de ce 25 juin 2018. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. La suite et la fin de cette émission Comprendre l'actualité avec notre invité annoncé depuis des jours déjà. Allez, franchement, le ministre Siaka Barry, l'homme qui mobilise beaucoup plus de jeunes aujourd'hui autour de lui, surtout depuis le lendemain de son départ du gouvernement, aujourd'hui à la tête du mouvement Génération Debout. Monsieur le ministre Siaka Barry, bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue chez nous. Franchement, Comprendre l'actualité. Vous êtes écouté dans 15 préfectures de Guinée, à l'étranger, sur le www.sabarifm.com. Merci de nous retrouver. Vous êtes sortis sur la pluie à des conditions plus ou moins difficiles. Franchement, merci pour cet effort déjà. Merci. Je n'avais pas le choix. C'est la dictature de la presse. Oula, franchement, vous parlez de dictature. Ce n'est pas pour rien que vous êtes le 4e pouvoir. Ouais.
Allez. Vous êtes au pouvoir tout court. Allez, merci François, merci de nous retrouver avec Aboubacar Condé. Nous allons passer donc votre analyse, en tout cas par rapport à l'actualité nationale, mais aussi nous parlerons du mouvement Génération Debout que vous dirigez depuis des mois déjà, mais aussi nous reviendrons sur vos actions à la tête du département des sports, de la culture et du département historique. Parler de Siaka Bargui, ça fait déjà pratiquement un an, si on peut le dire, que vous ne faites plus partie du gouvernement de Monsieur le Président Alpha Condé. En tout cas, vous étiez membre du gouvernement Madi. Là, aujourd'hui, il y a notre gouvernement Kassori. Votre première lecture de la formation de ce gouvernement, on ne vous a pas eu. En tout cas, il faut préciser que c'est votre première intervention radio en direct depuis votre départ du gouvernement. Et vous avez décidé de faire avec nous, Sabari FM, pour une bonne raison. Bon, écoutez, Sabari a toujours été un partenaire de mes actions lorsque j'étais à la tête du ministère. Je crois que c'est aujourd'hui un juste retour du bâton pour vous. Le fait de vous accorder l'exclusivité d'être en direct avec vous, c'est vrai que j'ai eu à enregistrer des émissions avec d'autres confrères à vous, mais passer en direct, en exclusivité, c'est une première depuis mon départ du gouvernement. Je m'étais moi-même imposé cette discipline pour laisser, pour prendre un peu de recul face aux événements après mon départ, parce que vous avez vu que mon départ a été très houleux. Pas houleux de mon côté, parce que moi j'ai gardé toujours ma sérénité, mais houleux du côté surtout de la jeunesse qui ne comprenait pas la décision et qui s'interrogeait beaucoup. Voilà, donc nous sommes là aujourd'hui, vous avez l'exclusivité et je suis à vous. Allez. Alors je reviens toujours par rapport à ce départ du gouvernement. Est-ce que vous étiez déçu ou bien réconforté votre départ? Ni déçu, ni réconforté, mais soulagé. C'est un fardeau d'être ministre? C'est compliqué d'être ministre de la République? Non, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas compliqué d'être ministre, pas du tout. Un ministère, ça se gère comme n'importe quel autre service administratif. Un ministère, ça dépend de ce qu'on met là-dedans. Ce qui est compliqué surtout, c'est les interactions que le ministre a le plus souvent avec certaines autres autorités qui peuvent ne pas comprendre la démarche du ministre, surtout si cette démarche c'est fait de façon originale ou si cette démarche sort du cadre établi. C'était mon cas par exemple. Un ministre le plus souvent obéit à un concept que moi j'ai du mal à comprendre, qui voudrait qu'on ait une certaine forme de solidarité dans tout, y compris même dans la médiocrité. Oula. Voilà. Donc, c'est-à-dire que vous êtes obligé de soutenir vos collègues vous êtes obligé de... Même si c'est de mauvaises communications... Vous êtes obligé d'aller dans une dynamique qui est gouvernementale, de ne pas avoir assez d'initiatives. C'est du point de vue de certains, je vais parler. Et lorsque vous êtes anticonformiste, vous voulez donner ou imprimer votre marque personnelle ou donner votre touche personnelle à certaines actions ou à certaines activités, ça fait souvent l'objet d'incompréhension, soit de la part des collaborateurs, soit de la part même du patron, de l'employeur, qui est ici le Premier ministre ou le Président de la République. Et donc pour quelqu'un qui est indépendant, qui a une façon indépendante, moi je suis issu du secteur privé, qui a une façon indépendante de faire les choses, de booster les choses et d'aller à la conquête des résultats, ça peut poser problème. Mais pour quelqu'un qui est conformiste, je crois que ça ne pose pas problème. C'est les anticonformistes comme nous qui avons des problèmes dans ce pays. Est-ce que ça veut dire que le fait que vous n'avez pas été un béni-oui, c'est ce qui a précipité votre départ? Oui, évidemment. On peut, sinon, posez-vous la question pourquoi je partirai. C'est pas par manque de résultats, ce n'est pas par incompétence, ce n'est pas par fraude, ce n'est pas par détournement des deniers publics que je suis parti. Ce n'est pas par faute lourde d'ailleurs. Je suis parti parce que j'étais anticonformiste et je le suis, je le reste. Je suis parti parce que je voulais faire de ma démarche une démarche révolutionnaire, apporter des réformes et ne pas m'en tenir
non seulement au candidaton, mais ne pas maintenir aussi à cette façon monotone de faire les choses. Et donc tout le peuple de Guinée est témoin. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu ce tollé après mon départ du gouvernement, tollé qui s'est emparé non seulement de la jeunesse, mais de toutes les couches sociales de notre nation, qui s'interrogeaient, mais pourquoi c'est lui, le ministre qui a plus de visibilité, qui doit partir? Alors, Voilà. il faut le rappeler que Siaka Barry, vous avez été le meilleur ministre, en tout cas le meilleur ministre du gouvernement Mamadi Youla, l'exercice 2016, alors que vous étiez à la tête du département des sports, de la culture, du patrimoine historique, à la suite d'une évaluation faite par l'émission En dette publique par les auditeurs de Sabari FM, une émission d'ailleurs que le président lui-même, Alpha Condé, suit régulièrement, des fois qui demande d'ailleurs le rapport, parce que la plupart, cette émission existe depuis 2013, donc on est en 5e année d'exercice déjà, la plupart des évaluations ont été appréciées par les uns et les autres et acceptées. Et jamais un ministre n'a eu beaucoup plus d'unanimité à la tête du département des sports, plus que vous. Oui, justement, cela dénote un peu de la rupture d'appréciation et de vision entre les gouvernants et les gouvernés. Votre émission s'est basée surtout sur un plébiscite des gouvernés, de la population, du grand public, qui est, je puis le dire, qui est le véritable patron. Le véritable patron n'est pas le président de la République. Ouais. Le véritable patron n'est pas le Premier ministre. Le véritable patron, c'est le peuple. Ouais. Et c'est le peuple qui apprécie le plus souvent. C'est vous qui savez comment vous faites vos évaluations des ministres. Quand vous avez évalué et que j'ai été classé meilleur ministre selon vous, selon votre évaluation, ce que vous savez ou que vous ne savez pas, c'est que la même année, j'ai été évalué meilleur ministre par 3 autres institut d'évaluation, y compris l'Institut de sondage de Guinée. Meilleur ministre, ce qui a même poussé la presse internationale à faire un article spécial sur mon ministère et sur ma personne. Et voilà donc, si à l'exercice suivant, on dit que ce ministre doit quitter le gouvernement, vous comprendrez donc par là le tollé qui s'en est suivi. Ce tollé, pour vous dire toute la vérité, parce que moi j'étais en congé lorsque j'apprenais mon départ du gouvernement, départ qui ne m'a pas surpris, je vous l'ai dit, ça a été un soulagement. C'est comme si vous voyez déjà ce qui venait. Non, c'est comme si j'ai tout fait pour que ça arrive. Ah bon? Oui, soyons francs. Ah, vous avez mené des actions pour votre départ du gouvernement? Oui, il faut reconnaître sa part de responsabilité. Vous savez, mon départ, le plus souvent, a été interprété, mais beaucoup estiment, puisque moi-même je ne connais pas la cause, mais beaucoup estiment que mon départ est dû à mon discours d'Accra. Oui. Vous avez dit quoi à Accra, pour ceux qui n'ont pas suivi le discours? Bon, j'ai tenu une conférence, ce n'était même pas un discours, c'était une conférence devant les étudiants guinéens qui m'avaient invité et qui avaient fait de moi le parrain de leur promotion sortante à Accra. Et dans ce discours, j'ai flétri surtout le comportement de nos autorités, y compris de moi-même, parce que j'étais une autorité de la République. J'ai flétri le comportement qui vise à manquer de respect à nos valeurs historiques et à nos valeurs culturelles, à fouler aux pieds nos valeurs historiques et nos valeurs culturelles. C'est après avoir visité le mausolée Kwame Nkrumah à Accra que j'ai eu des larmes aux yeux et j'ai pensé au mausolée d'Ahmed Sékou Touré ici. Que vous aviez réhabilité? Que j'ai réhabilité par la suite d'ailleurs, que j'ai voulu réhabiliter parce que c'est à l'arrêt là. Ah. Ça a été arrêté. Les travaux ont été arrêtés après mon départ. J'ai donc eu ce pincement de cœur. J'ai vu quel respect, quelle vénération le Ghana voue à ces grands hommes, à ces hommes historiques. Et le mausolée Ahmed Sékou Touré, d'ailleurs ce n'est même pas le mausolée Ahmed Sékou Touré, parce que ce n'est pas Ahmed Sékou Touré seul qui repose en ces lieux. Il y a Saïfoulaye Diallo qui y repose. Mais au-delà de Saïfoulaye Diallo, il y a Adja Mafouri Bangoura, il y a Mbalia Kamara qui y repose. Laissons toutes ces icônes qui sont aujourd'hui de l'histoire récente. Mais allons dans une histoire beaucoup plus ancienne. Là-bas repose Alpha Yaya Diallo, qui a été un véritable résistant à la pénétration coloniale. Là-bas repose surtout l'Almami Samori Touré. Et que je vois que les autorités foulent aux pieds ces valeurs historiques en n'accordant aucune attention à ces mausolées. Comparez ces mausolées au mausolée Kwame Nkrumah du côté d'Accra. En tant que ministre en charge du patrimoine historique, lorsque j'ai été, j'ai poussé ce cri de cœur. Et j'ai dit donc dans mon discours que s'il est vrai que la culture est l'âme d'une nation, alors le Ghana est en train de préserver ses valeurs culturelles, la Guinée est en train de perdre ses valeurs culturelles, donc le Ghana est en train de préserver son âme là où la Guinée est en train de perdre son âme.
Voici la citation. J'ai continué plus loin. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, je me sens encore plus révolutionnaire dans le corps et dans l'âme. Voilà, je crois. Et ce qui a, selon vous, en tout cas, ou selon, selon des observateurs qui... Selon des observateurs, selon la presse, selon ceux qui ont l'air entrés au palais sécuritaire, à la cour royale, selon tout cela, peut-être c'était le discours de trop. Mais ce discours, je l'assume. Je l'ai assumé quand je suis venu. J'ai été interpellé par certains proches du président sur le discours. J'ai dit oui, le discours est bien de moi et je l'assume. Et ce discours, je l'ai assumé avant d'entrer au gouvernement. Je l'ai assumé donc quand j'étais ministre et je continue à l'assumer. Et ça, c'est le point de vue des observateurs qui pensent que ce discours a valu votre départ du gouvernement. Est-ce que vous pensez tout autre ? Que vous avez fait peut-être quelque chose qui a certainement amené le président à se retrouver dans son coin pour prendre son bic pour si un autre arrêté? Non, je ne veux pas épiloguer sur la décision du président de la République, honnêtement. Il n'y a pas lieu de faire une polémique sur une décision souveraine d'un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il n'y a pas lieu de polémiquer. D'ailleurs, je n'ai pas compris. Je dis bien, je n'ai pas compris. Je peux comprendre, c'est vrai, la réaction populaire. C'est c'est une désapprobation. Autant le président a la légitimité de prendre par son pouvoir discrétionnaire un acte, autant le peuple aussi a la légitimité d'apprécier ou de ne pas apprécier l'acte d'un président de la République. Mais moi, en tant que citoyen, il n'y a pas lieu de porter une polémique sur un acte du président de la République. Seulement, ce que je veux dire qu'il y a eu beaucoup de concours de circonstances qui ont mené à cette prise de décision par le président de la République. Mais la seule personne qui peut vous dire avec exactitude quelle a été la raison qui l'a poussé au divorce, c'est le président de la République. Ce n'est pas moi. Moi, je posais mes actes, j'ai recherché mes résultats en mon âme et conscience, et si c'était à refaire, j'aurais refait de la même manière. Depuis votre départ du gouvernement, avez-vous le président au téléphone? Ou il vous a rappelé? Il vous a appelé une fois? Mais vous devez savoir quelque chose. J'ai dit que je suis anticonformiste. Vous allez peut-être découvrir au fur et à mesure ma personnalité. Tout ce que d'abord je peux faire à l'entame de cette émission, c'est de rendre hommage au président de la République. Lui rendre hommage et lui manifester ma gratitude et ma reconnaissance profonde. Et cela, c'est très sincère. C'est sincère. Parce qu'aujourd'hui, si vous invitez M. Siaka Bari dans votre studio, c'est quelqu'un qui vous a montré M. Siaka Bari. C'est quelqu'un qui a mis en valeur M. Siaka Bari. C'est quelqu'un qui a montré à l'opinion nationale et internationale qui est M. Siaka Bari. Et cette personne, c'est inéluctablement le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a le mérite d'être aujourd'hui salué, en tout cas par ma modeste personne, pour cet acte salutaire aussi pour moi. Ceci dit, je n'ai aucune récrimination, encore une fois. Moi, je suis quelqu'un de très franc, de très sincère. Je n'ai aucune récrimination vis-à-vis du président de la République, y compris dans l'acte qu'il a eu à prendre et qui a valu mon départ du gouvernement. D'ailleurs, dans cet acte-là, j'ai encore un profond respect pour lui et une profonde reconnaissance pour lui après avoir pris cet acte-là. Donc, c'est pour clarifier le débat et que les gens sachent que le président de la République est pour moi comme un père spirituel, comme je l'ai dit dans mon discours de passation de service, et ce père spirituel restera toujours pour moi un père spirituel. Mais le fait qu'il soit un père spirituel ne m'empêche pas non plus de lui dire la vérité. Parce que quand on aime un père, on lui dit la vérité. C'est le mauvais fils qui cache la vérité à son père. C'est le mauvais fils qui applaudit même les erreurs de son père. Et je peux vous certifier qu'il est entouré par beaucoup de mauvais fils. Oula. Oui, il est entouré par beaucoup de mauvais fils. On n'a pas le cas. Voilà. Mais par rapport aux communications, est-ce qu'il y en a eu plusieurs fois? Donc, vous lui avez communiqué? Il n'y a jamais eu de communication entre le président de la République et moi avant ma nomination comme ministre. Jamais, je vous dis. Il n'y a jamais eu de communication. On va y aller. Allez-y. Il n'y a jamais eu de communication personnelle entre lui et moi. D'ailleurs, on ne s'est jamais connu avant que je sois au gouvernement. On ne s'est jamais connu avant que je sois au gouvernement. Quand je parle de connaissances physiques. Nous ne sommes jamais connus. Il n'y a jamais eu de communication donc entre lui et moi avant ma nomination. Il n'y a pas eu de communication personnelle entre lui et moi quand j'étais ministre. Et je ne crois pas pourquoi, après avoir quitté le gouvernement, il va y avoir une communication personnelle. On va peut-être aller par rapport à la mise en place de ce gouvernement. Beaucoup avaient présenté votre retour dans le gouvernement. Est-ce que vous avez été consulté? Bon, vous savez, quand vous parlez de consulter, ça dépend de qui consulte.
Moi, je n'ai pas été consulté par le président de la République. Mais je vous avoue que j'ai été beaucoup courtisé par des gens qui se disaient être ses émissaires. Étaient-ils ses émissaires? C'est Dieu seul qui sait, puisqu'ils n'avaient pas quand même des mandats écrits. Des gens qui se disaient être ses émissaires m'ont courtisé. J'étais obligé, pour la petite information, j'étais obligé de quitter la Guinée. Le gouvernement n'a pas été dévoilé à ma présence. J'ai dû quitter la Guinée donc en précipitation, parce que, pour dire vrai, le retour dans un tel gouvernement ne m'enchantait pas. Un tel gouvernement, c'est-à-dire, vous ne voyez pas de l'espoir dans ce gouvernement? Je ne sentais pas la rupture venir. Je sentais que ce gouvernement allait être à l'image de ce qu'il est aujourd'hui. Une déception, malheureusement, pour ceux qui veulent le dire ou qui ne veulent pas le dire. J'ai beaucoup salué l'arrivée de Kassory Fofana à la tête de la primature. Bon, peut-être que mon appréciation était biaisée, je ne sais pas, parce que Kassory Fofana, j'ai des relations particulières avec lui. Tout le monde dit Siaka Bari, c'est le petit de Kassory, c'est ce qui s'est dit à Conakry, c'est le petit de Kassory, c'est Kassory qui l'a fait, etc. Ce qui n'est pas faux non plus. Ce qui n'est pas faux, c'est le lieu d'ailleurs de rendre hommage à ce grand homme. En dépit de tout ce qu'on pourra dire, nous sommes de la promotion Kassory. La promotion Kassory, c'est cette promotion qui a été prise en charge par un homme qui avait quand même une vision, qui avait voulu coopter des jeunes économistes et des jeunes juristes à cette époque, au moment où le chômage battait son plein, qui a voulu les former aux frais de l'État et qui a voulu les intégrer donc dans le tissu décisionnel de notre pays. Kassory l'a osé au temps de Lansana Conté, il l'a fait avec notre promotion, c'est le lieu de le saluer. Il faut reconnaître les bienfaits lorsque c'est posé. Je suis issu de cette promotion-là et pour vous dire vrai, j'ai beaucoup d'admiration donc pour la personne. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Maintenant, au-delà de cette admiration, cela ne doit pas m'empêcher de poser mon regard sur le gouvernement qui a été constitué. C'est un gouvernement qui a laissé les Guinéens sur leur faim et sur leur soif. D'autant plus que c'est le président de la République lui-même qui avait suscité l'espoir chez les couches les plus vulnérables de notre nation en annonçant un remaniement. Alors, quelques secondes avant qu'on observe la pause pour la page publicitaire, en quoi ce gouvernement vous déçoit réellement? 30 secondes. Non, les actions du gouvernement ne nous déçoivent pas parce que le gouvernement n'a pas encore posé dans sa phase actuelle d'action. Mais ce qui a déçu tous les Guinéens, c'est qu'après l'annonce de ce gouvernement, nous avons vu que le professeur Alpha Condé est en train de faire du surplace. Qu'est-ce que vous appelez surplace? Le surplace, c'est quoi? C'est tourner en rond avec les mêmes ingrédients, les mêmes visages, les mêmes personnes. Voilà, c'est tourner en rond alors que nous sommes un pays quand même de chaises musicales, alors que nous savons que nous sommes dans un pays qui est potentiellement riche en ressources humaines. La Guinée est riche à l'intérieur, la Guinée est riche de sa diaspora. Et donc, ce n'est pas les mêmes figures qui ont d'ailleurs échoué dans d'autres départements ou dans d'autres réformes qui doivent tourner toujours comme gouvernement dans ces pays. Allez, le ministre Siaka Bari, ancien chef du département des sports, de la culture et du patrimoine historique, aujourd'hui président du mouvement Génération Debout. Il est notre invité parcours. On observe la pause pour laisser la page publicitaire et puis on revient pour la suite du débat avec notre invité parcours. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. De la déontologie, c'est avec les experts de la maison d'en comprendre l'actualité. Je comprends pas. Comprendre l'actualité pour le numéro de ce 25 juin 2018 qui a pour invité le ministre Siaka Bari, ancien chef du département des sports, de la culture et du patrimoine historique. En tout cas, fini vos interrogations autour de l'homme, en tout cas toute cette actualité depuis son départ du gouvernement. Avec lui, nous allons parler également de plusieurs actualités actuellement avec l'actuel gouvernement. Aboubacar Condé, vous avez une question pour notre invité davantage. Alors, vous disiez avant qu'on prenne la pause Alpha Condé, c'est un père spirituel pour vous, un père spirituel que vous n'avez jamais rencontré avant votre prise en fonction, et après, même jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas en contact. Comment se fait-il? Bon, écoutez, c'est parce que moi, je suis quelqu'un qui évite la personnification donc
des activités politiques. La politique n'est pas à personnifier. C'est pas la personne du professeur Alpha Condé qui m'intéresse, c'est sa vision qui m'intéressait. Sa vision originelle, bien sûr, sa vision originelle, pas la vision d'aujourd'hui. Parce qu'il y a vraiment un changement à 360 degrés que je constate. La vision originelle du professeur Alpha Condé, c'est ce qui m'intéressait. Voilà pourquoi je vous ai affirmé, et je l'assume, qu'il a été mon père spirituel. Il est mon père spirituel et je souhaite que ce père spirituel revienne à sa vision originelle, à la vision originelle du RPG originel. C'est tout ce que nous avons demandé. Mais le RPG n'est plus originel, on parle du RPG arc-en-ciel maintenant. Oui, c'est de cela que nous sommes en train de parler. Tout cela, c'est une façon de déteindre un peu la couleur de cette vision. Maintenant, pourquoi je le prends comme père spirituel alors que nous ne sommes jamais connus physiquement? Ça, c'est parce que moi, je suis tombé amoureux de la vision, pas de l'homme. L'homme n'est rien. Comme le disait le président Ahmed Sékou Touré, la vie de l'homme, c'est de 0 à 100. La vie du peuple, c'est de 0 à l'infini. C'est la vision qu'on a pour le peuple qui importe. Moi, c'est le professeur Alpha Condé, auteur de la Guinée-Albanie d'Afrique, qui m'a séduit. C'est le professeur Alpha Condé, auteur de Pour que l'espoir ne meure, qui m'a séduit. C'est le professeur Alpha Condé, auteur des pamphlets appelés à l'époque Seketi, qui m'a séduit. C'est le professeur Alpha Condé, en 1993, qui a dit « Je ne gouvernerai pas les cimetières », qui m'a séduit. C'est le professeur Alpha Condé, arrêté injustement en 1998, allé injustement en prison pour ses convictions, et qui a assumé ses convictions. C'est ce professeur-là qui m'a séduit. Ce n'est pas le professeur Alpha Condé d'aujourd'hui, que je ne reconnais pas, qui me séduit. Voilà. En quoi vous ne reconnaissez pas le président Alpha Condé de 1993 et Alpha Condé, président de la République, locataire de Sékou Touré de 2018? En quoi je ne le reconnais pas? Écoutez, vous n'aimez pas qu'on vous retourne souvent les questions, mais j'allais vous poser la question. Que voyez-vous des socialistes aujourd'hui dans les réformes du professeur Alpha Condé? Il y a quoi des socialistes là-dedans? Donc vous êtes socialiste dans l'âme? Moi, je suis socialiste dans l'âme. Je l'ai dit aux gens, moi j'assume. Moi, j'ai été marxiste-léniniste par le passé. Avant la chute du mur de Berlin, j'ai été marxiste-léniniste. J'ai été abreuvé au principe de Karl Marx et de Engels, de Lénine. Maintenant, quand un marxiste-léniniste suit quelqu'un, vous oubliez que dans la Guinée-Albanie d'Afrique, le professeur Alpha Condé a taxé le régime d'Ahmed Sékou Touré d'un régime corrompu parce que lui, il était l'aile dure, gauchisant du marxisme-léniniste. Et aujourd'hui, son gouvernement? Aujourd'hui, si le gouvernement d'Ahmed Sékou Touré était un gouvernement corrompu, comme le dit le professeur Alpha Condé en 1970, etc., et après sa condamnation à mort par Ahmed Sékou Touré, si ce gouvernement était corrompu, qu'allons-nous dire du gouvernement d'Alpha Condé aujourd'hui? Alors, quand il dit... Donc vous, qu'est-ce que vous pensez de ce gouvernement aujourd'hui en termes de corruption ou alors de lutte contre la corruption, de transparence? Est-ce que c'est le contraire de la transparence? Ce gouvernement est un pied de nez fait par le professeur Alpha Condé au peuple de Guinée. Quand je dis un pied de nez, je crois que le professeur Alpha Condé a voulu défier le peuple. Or, on ne défie pas un peuple. C'est un conseil de fils à père que je lui donne. S'il est à l'écoute, bien sûr. On ne défie pas un peuple. Un peuple, on va toujours dans le sens des aspirations profondes du peuple. Le professeur Alpha Condé a défié sa propre base. Cette base déçue aujourd'hui. Mais en quoi faisant? La base ne se reconnaît pas dans une certaine manière de faire les choses, dans une certaine manière de mener son destin. Si cette base ne se reconnaît pas dans cette manière et que vous essayez d'aller dans ce sens, c'est que vous êtes en train de défier votre propre base. Mais au-delà de sa base électorale, le professeur Alpha Condé a défié le peuple. Et un bon chef va toujours dans le sens du courant populaire. Il ne va pas, ce qu'on appelle aujourd'hui populisme, c'est une invention bourgeoise, c'est la petite bourgeoisie qui est en train aujourd'hui de nous taxer, nous socialistes, de populistes. Le professeur Alpha Condé a été taxé de populiste pendant 40 ans, mais malgré ce populisme-là, il s'est retrouvé à Sékou Touré. Et je lui ai dit dans mon discours de passation des services, je lui ai dit, monsieur le président de la République, il est beaucoup plus facile de forcer les portes de Sékou Touré que de forcer les portes de l'histoire.
C'est l'histoire qui vous regarde maintenant. Vous avez passé 40 ans pour rentrer à Sékou Touré. Vous devez vous battre maintenant pour rentrer dans l'histoire. Mais faites en sorte que vous ne sortez pas par la petite porte de l'histoire. Alors, vous permettez, parlant de vos discours, quand je dis vous et celui qui vous a précédé, l'actuel ministre des Sports et de la Culture, Bantamasso, dans votre discours, c'est un pan que vous avez donné, mais lui, il retorque, je suis Alpha Condé. Est-ce que ça veut dire que vous n'étiez plus dans l'esprit d'Alpha Condé? Je ne suis plus dans l'esprit d'Alpha Condé parce qu'Alpha Condé lui-même a abandonné son esprit. Quand tu abandonnes ton propre esprit, comment voulez-vous que les autres vous suivent? Moi, je ne peux pas suivre quelqu'un qui a abandonné lui-même son propre esprit. Aujourd'hui, c'est un euphémisme, encore une fois, je le dis. Demandez tous les militants des premières heures du procès Alpha Condé. Demandez, est-ce que c'est l'esprit originel de notre combat qui est là? C'est ce que je suis en train de dire. Siaka Barry, ministre, avait le coudées de franche? Oui. C'est le lieu de rendre hommage encore une fois au procès Alpha Condé. Sur le plan technique, j'ai eu le coudées franche. J'ai eu le soutien indéfectible du président de la République pour mener à bien ma mission. Voilà pourquoi les résultats que vous avez applaudis, j'ai eu à les engranger. Et ces résultats ne sont pas à mon actif. Ces résultats sont surtout à l'actif du président de la République. Je vous le dis. J'ai été l'un des ministres à ne pas me plaindre des tracasseries administratives et financières. Je ne me suis jamais plaint pendant les 20 mois. Pendant les 20 mois, le procès Alpha Condé m'a soutenu comme on soutient un fils. Il faut le reconnaître. Donner à César ce qui appartient à César. Mais encore une fois, cela ne m'empêche pas de dire des vérités crues au procès Alpha Condé pour qu'il puisse redresser la pente et qu'il puisse renouer la confiance avec le peuple. J'ai un paradoxe, je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends rien. Vous étiez ministre, Alpha Condé n'était plus maintenant dans sa version originelle. Ça n'a pas empêché Siaka de quitter parce qu'il avait le soutien du chef de l'État. Mais est-ce que ça vous arrivait de dire au président, attention, vous êtes en train de prendre une autre allure qui n'est pas l'allure socialiste, puisque vous êtes socialiste dans l'âme? Mais nous avons commencé l'émission par là. Je vous ai dit que c'est un de ces discours-là qui m'a valu la porte de la sortie. Vous oubliez? Je prends la Guinée là où secteur l'a laissé. Oui, voilà des formules passe-partout que le procès Alpha Condé a eu à nous servir et qui vous a séduit, et qui nous ont séduit justement. Je prends la Guinée, là où Ahmed Sékou Touré l'a laissé, la vision socialiste du RPG, la vision incarnée par l'international socialiste, etc. Voilà, nous sommes des enfants de l'international socialiste. Et si nous suivons une vision socialiste, ce n'est pas pour que cette vision soit traversée par la suite par des dinosaures, par des crocodiles qui viennent verser des larmes de crocodile et prendre en otage un chef qui n'est pas de leur obédience politique et qui font de ces chefs-là ce qu'ils veulent. Ah, il a un otage, vous estimez? Ah oui, il est plus qu'un otage, le professeur Alpha Condé. Sinon, pourquoi ces décrets, ces contre-décrets, ces reniements de ses propres décisions, etc. Nous vivons comme si nous étions à la fin de l'ère Lansana Conté. Voilà pourquoi j'ai parlé de descente aux enfers à un moment donné. Lorsque un ministre de la République dit non, je ne vais pas de ce département, je vais de cet autre département. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, ce département est plus juteux, entre griffes, bien sûr, plus juteux que l'autre département. En faisant allusion, oui, lui aussi qui a ses raisons, qui dit par exemple que parce qu'il y a celui qui est venu au gouvernement, il fait allusion à Aboubacar Sylla, qu'Aboubacar Sylla a dit forcément qu'il faut qu'il soit ministre des Transports, que Aboubacar Sylla ne peut pas prétendre le remplacer. Alors c'est la totale. Si tous les individus peuvent venir imposer leurs desiderata au président de la République pour dire moi je veux les impôts, non, moi c'est ce qu'on appelle le carriérisme justement. Nous ne sommes plus dans le socialisme, nous sommes dans le carriérisme. Nous sommes dans une forme de népotisme voilé, nous sommes dans une forme de clientélisme. Et ce n'est pas pour ça que nous avons élu le procès. Juste une question par rapport à ce gouvernement. Vous l'avez dit que le gouvernement n'a encore pas posé un acte aussi d'une grande envergure. Ça veut dire que vous donnez le bénéfice de doute à ce gouvernement? Je l'ai dit dans une de mes émissions passées, enregistrée chez un de vos confrères, que je ne peux pas juger le gouvernement actuel. Et même le peuple de Guinée ne peut pas juger le gouvernement même actuel. La configuration. Tout ce que nous pouvons juger, c'est le passé des gouvernants que nous connaissons bien. Il n'y a pas eu de nouvelles figures dans ce gouvernement. Voilà, donc c'est le passé des gouvernants que nous connaissons tous, nous sommes tous Guinéens. Tout ce que nous pouvons juger, c'est la figure des gouvernants que nous connaissons, qui sont les figures familières. C'est tout ce que nous pouvons juger. Mais au vu du passé de ces gouvernants, au vu des visages que je vois, je ne suis pas rassuré. Et je pense que si vous connaissez le passé traumatisant d'un chauffeur, qui a eu à faire causer beaucoup d'accidents de circulation, etc. Et que vous venez pour prendre le taxi pour vous retrouver à Cancan ou à Labé, vous trouvez ce chauffeur au volant,
vous avez de la frayeur. Et c'est cette frayeur-là aujourd'hui qui est celle du peuple de Guinée. Allez, Siaka Bari, le ministre, ancien chef du département des sports, de la culture et du patrimoine historique, invité de l'émission Comprendre l'actualité du numéro de ce 25 juin 2018. Vous nous écoutez dans les préfectures de Lola, Zérékoré, Massanta également. Merci de nous suivre à Fourkagia, Pamalap, Kalinko, Dandingirai, Colette, Télimélé. Merci également de nous suivre à Bokeh, Kamsa, Sangagadi, Dubreka, Koya, et les Dubreka, Koya, quelques minutes pour expliquer en bref ce qui certainement n'ont pas suivi le ministre Siaka Bari à la tête du département des sports. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez avoir accompli à la tête de ce département et puis à la tête de ce département et à la gestion de ce département aujourd'hui, votre lecture de l'actualité, votre lecture de l'actualité avec celui que vous appréciez. Donc succéder dans cette position. Succès déjà le dire. Bon, d'abord, qu'est-ce que je revendique? D'abord, qu'est-ce que je revendique à la tête de ce département? À la tête de ce département, je reviendrai encore sur mes reconnaissances et ma gratitude, sur mes reconnaissances et ma gratitude qui envers le président de la République, à la tête de ce département, et à la tête de ce département, et qui partent les bilans que nous avons eu à engager. Je ne peux pas m'étendre le moment sur de façon exhaustive l'ensemble bilan, mais je dirais que nous avons posé des jalons très intéressants. Nous avons procédé à des réformes qui sont devenues historiques. Les mutuelles d'assurance des artistes. Quand nous venions, on n'avait pas. Les artistes mouraient, les artistes partaient au mouroir et c'était des simples SOS qu'on lançait auprès de l'opinion publique pour les sauver. Nous avons réussi à conclure une mutuelle d'assurance avec l'appui du président de la République qui a eu à l'époque à mettre 800 millions de francs guinéens personnellement, c'est le lieu de le remercier d'ailleurs, personnellement donc dans ce projet, et nous avons réussi donc à animer cette mutuelle d'assurance. Mutuelle aujourd'hui qui est pratiquement en désuétude, on n'entend plus parler. C'est ça aussi le problème de la Guinée, il n'y a pas de continuité dans les actions, on n'entend plus parler de la mutuelle d'assurance maladie des artistes. Nous avons posé cela. Nous avons réussi à réhabiliter les anciennes gloires. Les anciennes gloires qui étaient en train aujourd'hui de mal digérer, oublier par l'opinion nationale et internationale. Nous sommes allés à l'archiver. Nous avons renommé les secteurs historiques, les secteurs historiques du stade du 28 septembre. Nous avons rendu hommage à leurs familles. Nous avons conclu dans le mondial du livre avec des auteurs des projets de réhabilitation projet de réhabilitation par des œuvres, etc. Donc sur le plan du patrimoine historique, nous avons fait quelque chose d'historique dans ce pays. La Guinée La Guinée pour sa première loi sur le préservation historique et culturel. La Guinée n'en avait pas. En 20 mois, nous avons réussi de sa première loi, de sa première protection et la préservation du patrimoine culturel entériné par l'Assemblée nationale, validé par le président de la République, et validé par l'UNESCO et l'OIF. Nous allons le faire. Nous avons réussi à doter la Guinée la première fois de son histoire parce que la dernière politique datait de 1982 ou 83. Nous avons réussi donc à doter notre pays d'une politique culturelle. Vous savez, tout commence par le spatial. Cette politique culturelle a été validée en grade propre, je crois 3 ou 4 mois après mon départ du gouvernement. Nous avons réussi à le faire. Nous avons réussi à susciter un nouveau départ au sein du monde sportif. Le sport roi, qui est le football, nous nous sommes évertués à d'abord gérer la crise qui minait la fédération fautière depuis le temps de la foot. Nous l'avons résolu de façon très aisée, avec une collaboration saluée même par nous avons remis en place les choses à leur place. Cela a suscité un nouveau départ. Et ce nouveau départ a eu corollaire ou pour conséquence une certaine vitalité retrouvée du secteur sportif. Je dis bien jamais dans l'histoire, une période n'a été aussi faste en termes de résultats sportifs. Jamais. La Guinée, je parle de la Guinée, bien sûr, parce que sous cette autorité, la politique sportive était faite de telle sorte que nous avions des performances sportives à tout va.
On parle du triplé d'Afia 77. Mais vous oubliez que la dernière demi-finale jouée par la Guinée datait de 1976. En 20 mois. Or, en janvier 2016, la Guinée a joué 3 demi-finales. La Guinée a joué 3 demi-finales au niveau continental. Au Chan. 3 demi-finales. L'histoire était Chan. Au Chan, nous avons joué. Au Chan, nous avons joué. Avec les juniors, nous avons joué. Avec les juniors, avec les cadets, nous avons joué. Avec les cadets, nous avons joué. La dernière participation de la Guinée à une phase de Coupe du Monde remontait en 1979, où le Diego Maradona était dans le junior en Argentine. Sous mon mandat, ou en tout cas mon magistère, à la tête de ce ministère, nous avons fait qualifier deux équipes guinéennes sur 3 en Coupe du Monde. L'équipe cadette s'est qualifiée en Coupe du Monde. L'équipe junior s'est qualifiée en Coupe du Monde. L'équipe junior s'est qualifiée en Coupe du Monde. Sans oublier les résultats que nous avons engrangés. Je pense que ça faisait 17 ans que la Guinée n'avait pas encore battu un pays comme la Côte d'Ivoire. Nous avons battu la Côte d'Ivoire, mais 20 mois, pendant 4-1. Le jour même de mon limogeage, nous battions le Sénégal ici au stade du 28 septembre. Au stade du 28 septembre. Ce n'est pas ces résultats qui sont à mon actif. C'est à l'actif pour le peuple guinéen, bien sûr. C'est à l'actif de toute sa jeunesse. C'est à l'actif de toute sa jeunesse. C'est à l'actif du gouvernement. Mais je suis en train de citer ces petits résultats-là pour montrer que lorsque vous parvenez à créer l'enthousiasme, vous devez vous attendre à des résultats. Mais posez-vous la question. Depuis le départ de M. Siakabali, quelle victoire la Guinée a eu? Pourquoi cette descente aux enchères? Pourquoi la descente aux enfers? La descente aux enfers. L'ancien ministre des Sports et du patrimoine historique. Aujourd'hui, vous gérez le mouvement Génération Debout. Est-ce que vous êtes debout comment? Je veux comprendre. Qu'est-ce que c'est? Nous sommes debout. D'abord, c'est la jeunesse qui est debout. D'abord, c'est la jeunesse qui porte flambeau. Moi, je ne suis devant la jeunesse. La jeunesse a fondé un certain espoir à ma modeste personne. Certainement guider son aventure et son aventure. Je le fais volontaire. Je le fais volontaire de façon engagée. Je le fais aussi de façon engagée. Cette jeunesse est debout pour enfin reprendre son destin. Cette jeunesse est debout. Cette jeunesse est parce qu'elle a été déçue. Parce qu'elle a été déçue la pratique politique actuelle. Cette jeunesse est debout parce qu'elle a senti que les aînés ne font pas assez de son devenir, ne font pas assez cas, ne font pas assez cas de son bonheur, ne font pas assez cas de son bien-être. Cette jeunesse est debout parce qu'on a mis en lambeau dans ce pays le tissu social, on a opposé des ethnies qui vivaient de façon séculaire, en toute harmonie. Et en toute harmonie. Si cette division continue, qui est enterrée la jeunesse, la jeunesse donc est debout, la jeunesse donc est de revendiquer son droit de changer. La jeunesse est debout. La jeunesse est debout, elle est en proie toutes les vicissitudes aujourd'hui, de la vie socioéconomique, qui ont pour nom la pauvreté, qui ont pour nom le chômage, qui ont pour nom le manque d'opportunités, qui ont pour nom le manque de création d'entreprises. La jeunesse est debout, la jeunesse est debout, parce que tout simplement d'induire une rupture générationnelle n'est pas un phénomène propre à la Guinée. La rupture générationnelle est un phénomène naturel qui est propre à toutes les nations. On parle de Macron, je ne parle pas citer les gens de Macron, mais ça a eu lieu partout. Mais ça a eu lieu, allez-y au Mali, allez-y en Côte d'Ivoire, allez-y au Bénin, allez-y au Bénin, au Burkina. La jeunesse est en train de ses responsabilités, de reprendre son destin en main, et de dire aux vieux dinosaures qui nous ont menés dans cette situation-là, chaque chose a une limite, chaque chose a une limite. Nous demandons à ces vieux-là, de passer la main, mettre en place maintenant une nouvelle génération. Génération debout, Génération debout, un mouvement de prise de conscience, à l'endroit de nos dirigeants, Génération debout a une ambition. Génération debout a une ambition politique. C'est de reprendre le pouvoir dans ce pays. De reprendre le pouvoir au profit de la jeunesse, bien sûr. Au profit de la jeunesse. Génération debout se voit comme un mouvement sankariste, comme un mouvement lumumbiste, comme un mouvement lumumbiste, comme un mouvement communiste. Génération debout veut faire la rupture totale avec cette façon de reprendre le destin. Mais reprendre le destin passe par reprendre le pouvoir à la jeunesse. Nous allons redonner le pouvoir à la jeunesse. Nous savons
qui combattre veut instaurer les mauvaises pratiques par le passé dans ce pays. Nous sommes révolutionnaires. Nous sommes révolutionnaires. Nous n'hésitons pas avec les mots. Génération Debout a été créée quand j'étais ministre. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Génération Debout a été créée quand j'étais ministre. Elle a commencé ses activités quand j'étais ministre. J'ai présidé ses activités quand j'étais ministre. Quand même des porteurs de petits souliers sont allés dire au président de la République, j'ai créé un parti pour contrer ces vérités de troisième mandat. J'ai continué à assumer la paternité de Génération Debout aujourd'hui en train de faire son petit bonhomme. Génération Debout aujourd'hui en train de fédérer les énergies des jeunes. Mais c'est dans le combat révolutionnaire. C'est dans le combat une rupture générationnelle aujourd'hui. Nous n'avons pas confiance, nous avons des aînés propres. Nous avons des aînés qui ont une vision patriotique. Mais tous ceux qui sont évertués à agenouiller auront affaire à cette génération Debout. Génération Debout, sera-t-il candidat le mouvement pour les échéances électorales, pour 2019, si on peut dire, on ne sait pas quand les législatives vont être organisées. Parce qu'il faut le dire, parce que la Guinée entraîne encore avec les communales le 4 février dernier, ça fait le 4 février dernier, 6 mois déjà, de pas dire. 6 mois déjà, de pas dire. 4 mois, contraint tout avec les communales. Donc, les élections législatives, pour les élections législatives en Guinée, Génération Debout sera candidat et même changer au présidentiel 2020. Vous savez, il y a un homme politique qui disait que l'homme politique pense aux prochaines élections, l'homme d'État pense aux prochaines générations. Moi, je suis un homme d'État. Moi, je suis un homme comme tel. Honnêtement, ma vision, c'est les prochaines générations. Pour moi, les élections ne sont qu'un simple outil de conquête du pouvoir. Mais je sais que je ne pourrais mettre en pratique ma vision sans conquérir ma vision, sans conquérir le pouvoir. Je le sais pertinemment. Sinon, je le sais pertinemment. N'allait pas conquérir le pouvoir. Karl Marx beaucoup professé, mais sans avoir pris le pouvoir, mais sans avoir pu appliquer ses principes. Il a fallu Saint-Lénine. Il a fallu Saint-Denis en Russie 1917 pour commencer à l'appliquer. Nous ne voulons pas dans le vide. Nous ne voulons pas prêcher dans le vent. Nous ne voulons pas prêcher dans le vent. Nous pensons à la dignité des générations, au bien-être des générations futures. Mais pour que nous changions ce pays, il faut que nous reprenions le pouvoir des mains de ceux-là qui contribuent à agenouiller ce pays. Et qui n'ont même pas de ressentiment. C'est ça le problème en fait. C'est ça le problème aujourd'hui de regrets. Qui n'ont pas aujourd'hui de regrets, d'amertume. Qui n'ont pas d'amertume. Il y avait une certaine forme de regret. Nous serons plus à les suivre. Mais ce pays nous appartient à nous tous. Mais ce pays nous appartient à nous tous. C'est ce que je vous dis. Moi, je suis quelqu'un qui a laissé sa vie pour ce pays. L'Almami Bokar Biro-Bari est tombé le champ d'honneur. Il est tombé à armes inégales. À l'occupation coloniale. Il est tombé avec des armes inégales. Mais il a préféré encore une fois. Je dis encore une fois que ces fossoyeurs de l'économie qui ont d'autres progrès sociaux que le progrès égoïste et les progrès égoïstes, ceux-là nous trouverons sur leur chemin, nous devons lutter à armes inégales. Je viens encore dans Génération Debout, je comprends maintenant que vous n'avez pas reprendre le pouvoir, ambition de reprendre le pouvoir pour la prochaine échéance, parce que vous avez une ambition d'échéance, parce que vous avez une ambition futuriste. Qu'est-ce sera votre marche de manœuvre, qu'est-ce qui sera votre conscientiser pour moraliser davantage la prestation de gouvernement, la jeunesse guinéenne. Mais vous l'avez dit, nous continuons à conscientiser la jeunesse. Vous voyez mes meetings partout. Bien que ces meetings sont interdits à plusieurs endroits du pays, ce qui d'ailleurs consacre encore un recul démocratique pour notre nation. Je ne fais pas avec le dos de la cuillère. Je vais droit au but et je continue ma meeting de façon courageuse, de façon audacieuse, mais je continue ma meeting. Pour moi, le futur commence demain.
La donne reste ce qu'elle est. La donne reste ce qu'elle est aujourd'hui. Ne soyez pas surpris de me voir dans l'arène politique avec ces gens, dans quelques gens pour compétir quelques mois, pour arracher l'Assemblée nationale. Nous avons cette ambition de fédérer les énergies de la nouvelle génération. Qui parle de fédération, qui parle de fédérer, qui parle d'alliés, parle de coaliser. Nous allons mettre en place une véritable coalition patriotique, objectif de balayer tous ceux qui ont. En 2016, quand des gens disaient que c'est Kabari, le Macron, est-ce que ça vous dit quoi? Emmanuel Macron est parti d'un mouvement, aujourd'hui on partit d'un mouvement, dans la main de ceux qui sont selon vous en train de piller le pays, en train de piller le pays. Je ne suis pas d'accord avec ces gens parce que est né avant le mouvement de Macron. Est né avant le mouvement de Macron. Oui, pour les mêmes options. Mon mouvement est né avant le mouvement de Macron. Ça d'abord c'était comparé à Macron. Pour ceux qui comparaison que je n'aime pas d'ailleurs. Si je veux me comparer, on me compare à Macron parce que Macron c'était une rupture générationnelle, parce que c'était vraiment parce que c'était une nouvelle génération qui ont réussi avec courage pourquoi me compare pas à Macron a eu le pouvoir à 39 ans, Ahmed Sékou a pris le pouvoir à 36 ans. Au lieu d'aller chercher mon exemple en France, chercher mon exemple en Guinée, Thomas Sankara qui a eu le pouvoir à 34 ans, qui a eu le pouvoir à 34 ans, pourquoi me compare pas qui a eu le pouvoir à 36 ans, je crois qu'il a eu le pouvoir à 36 ans. Voilà un peu des références. Macron n'est pas ma référence encore une fois. Seulement il peut y avoir des similitudes. Mon mouvement est né avant le mouvement de Macron. Le mouvement Génération Debout à l'origine s'appelait Kodiak, signifie comité de défense des idéaux d'Alpha. C'est pour vous dire que j'ai toujours défendu ces idéaux. Est né en 2009. Kodiak est né au moment de la transition militaire. Au moment de la transition militaire. Le général Sékouba Konaté. C'est en ce moment que j'ai mis en place. Pour accompagner le professeur Alpha Condé dans la vulgarisation de ces idéaux. Le Kodiak s'est transformé. Mouvement Génération Debout. Mouvement Génération Debout. L'étiquette qu'on veut coller à ce mouvement-là. Si les gens veulent disent que ce mouvement est un mouvement terroriste, ce mouvement est un mouvement terroriste, son petit mouvement fera et ce mouvement pourra le faire avec ceux-là le faire ceux-là qui peuvent décrire. Alors, deux questions peut-être. La première question, il y en a qui estiment que Génération Debout est un mouvement de l'extérieur. Est-ce qu'il y a des mains noires accompagnent ce mouvement? La deuxième question, est-ce que le mouvement il arrive à faire des mémos, adresser au gouvernement de dénoncer certaines dérives, de dénoncer la gestion, mais également de la gestion, mais également d'expertise, d'expertise pour changer la donne. Est-ce qu'il vous arrive de le faire? Je pense qu'à chacun de faire son travail. Notre boulot en tant que mouvement révolutionnaire n'est pas de conseiller le gouvernement, de montrer la voie, le gouvernement est suffisamment grand, qui est un grand enfant, qui connaît maintenant son chemin, qui sait que nous avons en tant qu'exercice 15 ans d'exercice, 17 ans d'exercice, ils connaissent. Notre rôle n'est pas là-bas. Notre rôle n'est pas là-bas. C'est de conscientiser cette jeunesse-là, sa mission historique, sa mission historique à jouer, son rôle historique dans la scène nationale. Un jour, elle risque d'être c'est ça notre histoire. Maintenant, dire qu'il y a des mains noires qui financent derrière le mouvement, qui ne dirait pas que nous n'avons pas de soutien. Nous avons des soutiens intérieurs, nous avons des soutiens extérieurs, mais cet soutien-là, sont-ils des mains noires? Non. C'est des mains noirs? Non. C'est des mains blanches. Ce sont ceux-là qui ont les mains blanches. Ce sont ceux-là qui ont les mains propres. Ce sont des hommes épris de justice et de patriotisme qui nous soutiennent. C'est vrai. Et nous le faisons parce que nous voyons notre mouvement comme un mouvement de libération. Des Français patriotes en exil, le combat d'un certain général de Gaulle qui était réfugié en 1940. En 1940, autant ici en Guinée, nous avons le soutien des patriotes guinéens, nous avons le soutien des patriotes de l'extérieur comme de l'extérieur. Ça n'est terminé pour le numéro de comprendre l'actualité avec notre invité Sia Kabari, ancien ministre du patrimoine et sur l'écologie, du mouvement Génération Debout. Merci d'être passé dans cette émission. Merci d'être passé dans cette émission. Et surtout, merci à ces millions d'auditeurs qui nous écoutent dans les communes de Conakry, Matam, Matomoy, dans 15 autres
merci de nous suivre également à Lola sur la 87.3, pas mal à Folkari à Dindira, pas mal à Folkari à Dindira également, Folkari à Franchement, dans quel sous le 33 et à l'étranger sur www.savariefm.com, émission à retrouver à 21h sur nos antennes Savary FM 87.3, mais aussi sur YouTube et à ces millions de lutteurs franchement. Allez, au revoir. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.